de soutenance. C'est ça. Très bien. Kessia et Milor est là. Bon, l'enregistrement est lancé. On va démarrer. OK. Michelor Louis-Jean est là. Et Rosemanie Jérôme, dans sa qualité d'encadreur, d'encadreuse, est là. Est-ce que Rose Emmanuel Jérôme est présente? Et puis, le docteur Fred Sélimène, qui est également là en sa qualité de rapporteur. Eh bien, pour ne pas démarrer avec les mêmes effets, pas encore aux émanites. Bon, de toute manière, puisqu'il s'agit de l'encadreur, c'est pas trop grave. Donc, on va de toute manière démarrer. Donc, pour les effets de l'enregistrement, je dis bonsoir à toutes et à tous. Merci encore de votre présence pour cette deuxième journée de soutenance. Aujourd'hui, nous allons, si vous voulez suivre, les 5 soutenances programmées pour ce jour. Mais pour démarrer, on va avec Michelor Louis-Jean et le jury constitué en la circonstance, c'est Madame Rose Emmanuel Jérôme comme encadreur et comme rapporteur, le Dr Fred Sélimène. Puis votre serviteur, Nelson Sylvestre, assurera la présidence. Et comme d'habitude, la soutenance se fait globalement en 3 parties pour une durée de 45 minutes. Dans la première partie, l'étudiant, le mémorand, est invité à présenter son travail, après quoi on sollicitera l'appréciation de l'encadreur et finalement, on écoutera les commentaires sur les questions du rapporteur avant de donner la parole à l'impétrant qui a présenté pour la réplique orale. Donc, ceci dit, le travail de Michelor Louis-Jean s'intitule « Impact du contrôle interne sur la qualité de service des municipalités » et c'est le cas de la municipalité de Caille. Eh bien, Milor, tu as la parole pour environ 15 minutes et pas plus. Environ 15 minutes. OK. Vas-y. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole pour présenter mon travail de recherche. Je m'appelle Michelor Louis-Jean, étudiant en double admission en L4 et M1 en économie-gestion à l'Institut universitaire des sciences. Le mémoire que j'ai l'honneur de vous présenter est titré ainsi: Impact du contrôle interne sur la qualité de service des municipalités. Comme terrain d'étude, j'ai choisi la municipalité des Cayes. J'ai choisi ce sujet parce que le contrôle interne s'est révélé indispensable à la bonne gouvernance suite aux nombreux scandales financiers qui ont bouleversé le monde des affaires. Malgré son importance reconnue dans l'amélioration et la gouvernance d'entreprise,
Très peu de travaux empiriques ont été réalisés dans le cadre des municipalités haïtiennes, d'où mon intérêt à explorer ce thème, que j'ai formulé autour de la problématique suivante. En quoi le contrôle interne peut-il améliorer la qualité des services des municipalités haïtiennes? Mon objectif est de démontrer comment la mise en œuvre du contrôle interne améliore la performance des services municipaux, notamment à travers la gouvernance, la gestion des risques, la fiabilité de l'information et la transparence. Comme hypothèse de recherche, j'ai choisi de montrer comment la mise en place d'un dispositif de contrôle interne favorise l'amélioration de la qualité des services. Donc, pour répondre à cette problématique de recherche, j'ai réalisé une revue de littérature approfondie. J'ai réalisé une revue de littérature approfondie qui m'a permis de construire le cadre théorique autour des axes essentiels suivants. Contrôle interne et gouvernance d'entreprises publiques. Par cet axe, le contrôle interne est un levier essentiel de la gouvernance publique. Il permet de prévenir la corruption, de protéger les ressources publiques et d'assurer la régularité des dépenses. En s'appuyant sur un système décentralisé et des règles strictes, il garantit la transparence, la redevabilité et l'atteinte des objectifs de service public. Contrôle interne et gestion des risques. Le deuxième axe. À travers cet axe, le contrôle interne vise à anticiper, identifier et traiter les incertitudes susceptibles de compromettre les objectifs d'une organisation. Un dispositif efficace permet de prévenir les défaillances, protéger les ressources et assurer la création de valeur. L'autre axe, le contrôle interne et qualité de service. À travers cet axe, le système de contrôle interne efficace améliore la gestion, la conformité et la gouvernance des organisations. Il contribue à la protection du patrimoine en évitant le gaspillage des ressources et à optimiser les performances, ce qui renforce directement la qualité des services offerts et la satisfaction des bénéficiaires. Donc, ces corrélations m'ont permis de démontrer que le contrôle interne est un outil stratégique indispensable dans la gestion et la gouvernance des institutions. J'ai opté pour une approche quantitative en administrant 90 questionnaires à travers la ville. Donc, les 90 questionnaires ont été administrés aux adultes âgés de 18 à 90 ans, notamment des contribuables, des notables, des cadres municipaux et maires. Au total, 62 questionnaires ont été retenus comme exploitables. Les questionnaires exploraient 3 grands axes. Les questionnaires exploraient 3 grands axes. Aménagement et développement communal, la perception des citoyens sur la qualité des services municipaux, l'organisation interne et administrative de la mairie. Les données recueillies ont été analysées et traitées à l'aide de tableaux Excel et de graphiques
afin de dégager des tendances claires et des corrélations pertinentes entre les variables. Selon toute tendance confondue, les données révèlent que 87% des contribuables se déclarent insatisfaits de la performance des services municipaux et seulement 13% sont satisfaits. Une situation largement attribuée à la faiblesse du contrôle interne au sein de la municipalité. Une urbanisation désorganisée, une faible gouvernance et des services publics inefficaces. Donc, de ce fait, les résultats confirment en grande partie notre hypothèse, à savoir la mise en œuvre d'un système de contrôle interne structuré et actif renforce la qualité des services, la transparence et la satisfaction des citoyens. Pour conclure, ce mémoire met en évidence l'importance du contrôle interne dans la gouvernance. Il confirme son rôle comme un levier puissant dans la gestion des risques, la lutte contre la corruption, la conformité des documents administratifs, la fiabilité des informations communiquées et enfin l'amélioration des services. Parmi les limites de cette recherche, je retiens qu'elle s'est concentrée exclusivement sur la municipalité d'Ekaï, ce qui limite la portée des résultats, puisque chaque collectivité ayant ses spécificités. Cette étude représente un point de départ et non une généralisation. Donc, de ce fait, on peut dire que cela ouvre une opportunité d'étendre d'autres études qui peuvent aider réellement aux différentes municipalités d'avoir des documents fiables pour un avenir meilleur. Je vous remercie sincèrement pour l'attention que vous m'avez accordée. Très bien. Et Michelor, pour ta présentation très brève, concise, et je dirais même éclairée. C'est toujours bien d'aller droit au but. Maintenant, est-ce que Madame Rose Emanit est présente comme encadreur? Est-ce que l'administration peut m'aider? Il me semble que non, pas d'abord. Michelot, tu n'as pas eu de contact avec ton encadreur? Pour aujourd'hui, non. C'était le jour de tout voir avec elle, pour t'assurer qu'elle allait être là. De toute manière, on ne va pas perdre de temps. On va passer la parole au docteur Fred Célimène pour ses critiques, commentaires, suggestions et autres. Docteur Célimène. Merci, Président. Excusez-moi. Tout d'abord, merci à Michelot d'avoir traité de ce sujet. Hein, c'est un sujet tout à fait pertinent et intéressant dans un environnement qui dépasse la ville d'Ekaï, mais dans un environnement qui a besoin d'être administré. Hein, et pas seulement la municipalité d'Ekaï. Je pourrais même dire le pays a besoin d'être administré. Donc quand on dit un contrôle interne, on parle du contrôle d'une institution, qui est la municipalité. Mais c'est de façon globale qu'il faut voir ça. Hein? Donc, on va revenir sur le fond. Mais Michelot, visiblement, j'ai l'impression qu'il a été passionné par son travail. Hein? Le travail lui semble lui avoir plu.
Et il n'a pas choisi le sujet par hasard. Il a choisi le sujet parce que ça, visiblement, ça l'intéresse. C'est ce que je ressens à la lecture de son travail. Et ensuite, son travail, je peux dire, est relativement sérieux. Il a voulu faire quelque chose de propre, de sérieux, à partir de sujets importants, à partir de sujets très importants. Il a une rédaction assez correcte, assez fluide, assez correcte. Globalement, mais très globalement, il a essayé de se coller au canevas de présentation des mémoires de l'IS. Mais malheureusement, il a péché par là. Il a péché par là, ce qui a, honnêtement, en rentrant dans son travail, ça a minimisé l'effort qu'il a fourni. Je dirais, sa forme a fragilisé son fond. On va dire ça comme ça. Alors, tout d'abord, dès le début, et c'est là où on voit qu'il n'a pas pris le temps de finaliser son travail, de relire, de regarder, de revenir, parce qu'on ne finit pas de rédiger, puis on envoie, non, on doit relire. Si on a même des amis, on demande aux amis de nous relire, ça nous aide aussi. Parce que nous, on a la tête de le guidon, on a la tête de le guidon, même quand vous écrivez les chiens, ça vous arrive d'écrire les chiens sans S-H, puisque vous avez le nez dans le travail, et donc c'est intéressant aussi de faire lire par des proches. Hein. Et là, on dirait qu'il a voulu, peut-être dans la dernière ligne droite, évacuer le problème, ce qui a nuit à la qualité du travail. Dès les remerciements, tu remercies ton directeur de mémoire en disant doctorante en XXX, dès les remerciements. Mais tu n'as pas vu, si tu avais relu ton travail, tu aurais vu qu'il te manque cette information que tu pourrais prendre plusieurs endroits. Tu n'as pas plusieurs endroits. Doctorante en XXX. Ça veut dire que tu l'as rédigé ton remerciement et tu t'es dit, je vais chercher après. Je comprends ça. Mais tu as plusieurs personnes qui peuvent te donner l'information. Tu as un responsable académique à toi, Nigérie, Lubin. Tu as un responsable académique à l'école doctorale, qui est Obaldo Madio. Tu as un responsable de l'école doctorale, qui est le docteur Nelson Sylvestre, si tu envoies un texto. Dans quelle matière, dans quelle discipline, Madame Rose Emmanuel est en thèse? Tu aurais répondu. Mais tu ne peux pas rendre le travail avec des blancs, des espaces comme ça. Donc, il faut te relire. Bon. Et autre remarque encore, il y a beaucoup de remarques de forme qui nuisent au travail. Les titres dans l'introduction et dans la conclusion, ce n'est pas nécessaire. Une introduction et une conclusion, ce n'est pas nécessaire de mettre des titres. Ça ne sert à rien. Quand on vous a donné le canevas, on vous parle de problématique. C'est pourquoi vous pensiez à la problématique à mettre. Ou à la revue de littérature, on vous met les titres, c'est pour vous indiquer l'ordre dans lequel les éléments doivent être placés. Mais il ne faut pas répéter méthodologie, revue de littérature, etc. Ça ne sert à rien. Et pareil, dans les conclusions, il n'y a pas de paragraphe. Hein, il n'y a pas de titre dans les conclusions. Bon. Ensuite, aux pages 6 et 26, tu n'as pas de chapeau pour annoncer ce qu'on appelle le chapeau. C'est ce qui annonce la section ou ce qui annonce le paragraphe. Page 6 et 26, tu as carrément mis après le chapitre section 1. On ne met pas deux titres de suite dans notre travail. On ne met pas deux titres de suite. On met un titre et on annonce ce que l'on va trouver dans le titre suivant. Hein? Ce qu'on va trouver dans les titres suivants. Mais tu as laissé en blanc et tu mets un titre, section, tout de suite après, paragraphe 1. Bon, ça c'est un peu dommage. Bon, et tes titres eux-mêmes sont un peu inappropriés très souvent. Par exemple, tu mets un titre dans le paragraphe
à la page 23, tu mets terrain d'études, entre parenthèses, municipalité des Cayes. Bon, c'est pas un titre, ça. Dans le titre, tu mets une parenthèse. Ça, c'est la page 23. Terrain d'études, entre parenthèses, municipalité des Cayes. C'est pas un titre. Tu pourrais mettre un titre un peu plus sexy, du genre un tiret d'application, deux points, la municipalité des Cayes. Toi, tu donnes un titre qui montre que ce que tu cherches ou ce que tu as comme idée, mais tu cherches à le vérifier, dans le cas de la municipalité des Cayes. Mais tu ne mets pas terrain d'études, entre parenthèses, municipalité des Cayes. Ce n'est pas un titre. D'accord? Ensuite, sur les titres toujours, tu as l'analyse dans le chapitre 3, analyse et interprétation des données collectées de l'enquête. C'est pas un titre. Tu dois mettre du genre analyse des résultats ou analyse des données ou analyse et interprétation des résultats. Donc, tu vois, c'est comme si tu veux dire tout ce que tu vas faire. Comme ça, c'est pas des titres qui sont académiques, tu vois. Donc, toujours sur mes reproches à la forme que tu as bâclé un peu, à mon avis, tes paragraphes sont trop longs par rapport à d'autres. Tu as des sections qui vont jusqu'à, je crois, 12 paragraphes. Paragraphe 1, paragraphe 2, et certains paragraphes ont 5 lignes. D'autres paragraphes ont 6 pages. Donc, ces nombreux paragraphes montrent que tu n'as pas maîtrisé l'objet. Quand tu as un tel déséquilibre, c'est quand on ne maîtrise pas l'objet. Quand on maîtrise l'objet, on arrive à ramasser les choses en 3, 4 paragraphes dans un travail de 3 chapitres. Dans un travail de licence 3 chapitres, on peut faire des paragraphes à l'intérieur des sections au nombre de 3, maximum 4, mais avec 3, ça devrait aller. Mais on n'avait pas une liste de titres de paragraphes comme ça. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Et surtout, dans le chapitre 3, où il n'y a pas de titres dans les sections. Dans le chapitre, dans les sections du chapitre 3, tu n'as même pas mis de titre. Tu as mis section 2, point. Il n'y a pas de titre. Tu vois, ça nuit au travail. Il faut mettre des titres dans le chapitre, il faut mettre des titres dans une section, il faut mettre des titres dans un paragraphe. Et comme ça, le lecteur sait que dans ce paragraphe-là, je vais trouver ça. Dans cette section-là, je vais trouver ça, etc., etc. Mais, tu vois, toujours sur les problèmes de fond, les problèmes de forme, pardon, je trouve que tu as bâclé l'ordre après une conclusion, que tu as fini ton travail, ta conclusion. Il y a la bibliographie, ça tu l'as respecté. Mais après la bibliographie, qu'est-ce que l'on met? Les annexes. Et la table des matières arrive en dernier. Tu as mis la table des matières avant les annexes. Ça veut dire que tu n'as pas gardé tes yeux rivés, tu n'as pas gardé tes yeux rivés sur le canevas. Tu aurais vu dans le canevas. Et puis le mot bibliographie, tu mets un grand 1 comme si bibliographie c'est un paragraphe. Grand 1, bibliographie. Et qu'est-ce que tu nous fais encore comme farce? Tu nous écris bibliographie, PHY. Alors que tout ton document est en français. Bibliographie, c'est PHIE. Regarde bien, tu verras. Tu vois, tout ça, ça a gêné le travail et vraiment.
alors qu'on voit bien que ça t'intéresse ce que tu as fait. Le travail que tu as fourni, tu ne l'as pas fait parce qu'il fallait faire en mémoire. Tu l'as fait parce que tu voulais bien traiter de ce sujet. On le voit bien. Et on voit que tu y as consacré du temps. Tu as fait des enquêtes. Les choses les plus ingrates dans le travail, c'est les enquêtes. Quoi. Les enquêtes, c'est les choses les plus ingrates qui soient. Et j'apprécie énormément les gens qui font des enquêtes de terrain dans leur travail de recherche. Parce que c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et au lieu de prendre des chiffres qui existent déjà dans des tableaux de la Banque mondiale ou de ceci ou de cela, et que tu ailles toi-même chercher les données, eh bien, il faut en vouloir. Et là, c'est appréciable. Donc, comme je t'ai fait toutes ces remarques de forme, etc., ce n'est pas pour te décourager dans le travail, c'est pour que tu sois soigné. Il faut être soigné parce qu'un mémoire, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un ET1 ni un CC. C'est un travail plus complexe et plus complet aussi. C'est-à-dire, on regarde tes écrits, comment tu écris, on regarde la logique de ta pensée, on regarde ton expression orale, c'est bien pour ça que tu es devant nous, devant un jury, c'est pour voir si tu sais t'exprimer. Hein? Et puis, on regarde si tu es capable de fournir un travail dans les temps. C'est ça l'exercice de mémoire. Mais tu as fait tout ça, hein, mais tu as nuit à ton propre travail. Alors, sur le fond, je trouve qu'il y a quelques insuffisances, mais je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je pense que les autres ont des choses à dire. Mais tu dis, on dit que tu accordes trop d'importance au contrôle interne. Tu sais bien que les contrôles internes, et c'est là où ça m'a manqué dans ton travail, le contrôle interne est managé par le chef de l'institution. Si c'est un conseil départemental, c'est le président du département. Si c'est une municipalité, c'est le maire. Mais le contrôle interne ne suffit jamais parce que personne ne va nuire à son propre fonctionnement qui lui permettrait de conquérir des électeurs. C'est pourquoi il a manqué un lien entre le contrôle externe et le contrôle interne. Et c'est le rôle du contrôle externe. Le rôle du contrôle externe, c'est de casser cette tendance qu'il y a au sein du contrôle interne à faire la cour aux électeurs. C'est le rôle du contrôle externe. Et le contrôle externe a un autre rôle, c'est de conseiller le chef de l'institution sur la mise en place du contrôle interne. Il lui dit, voilà comment il faut faire, comme ça, voilà, vous pouvez être en conformité avec ce que nous attendons plus haut. Je crois que chez vous, on appelle ça la Cour supérieure des comptes ou je ne sais pas trop. Tu vas nous dire tout ça. Mais il faut renvoyer les données plus haut afin qu'on puisse contrôler. Le maire ou le président du département contrôle ce qui se fait dans son service. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui contrôle le maire et le président du département. Si la personne, pourquoi tu veux qu'il fasse un contrôle interne, qu'il n'a pas de contrôle externe, comment on veut, avec sanction, bien entendu, parce qu'on ne contrôle pas pour contrôler. On contrôle parce que c'est comme le code civil et le code pénal. Il y a le code civil, si vous ne le respectez pas, on vous inflige le code pénal. Donc, il faut un contrôle et une sanction. Donc, cette absence de lien m'a un peu gêné dans un travail intéressant. Président, merci de m'avoir écouté quelques instants, mais je pourrais revenir sur d'autres points, si c'est nécessaire. Merci, Dr. Célimène, pour les remarques, les commentaires, suggestions, et questions et appréciations, surtout sur le travail produit par Michelor. Alors, je demanderai à Michelor de réagir à pas mal de points soulevés par le docteur Célimène. Merci, Dr. Célimène.
pour tous ces commentaires et j'ai pris note. Donc, j'assume que vos recommandations seront prises en compte. Et en ce qui a trait au contrôle interne, je sais que le contrôle interne à lui seul ne suffit pas, il faut l'audit, mais c'est un des limites aussi de ce travail. Merci. Ok, c'était seulement cette réaction que tu avais? Oui, oui. Ok. Et est-ce que Madame Rose Emanit Jérôme est déjà là? On dirait qu'elle n'est pas là, d'après ce que j'ai. Elle n'allait pas être là, Michelor? Elle est. Oui, elle devrait être là. Donc, elle a dû avoir un problème, possiblement. Alors, Madame Jérôme, elle vient de me l'annoncer, elle est malade. Bon, elle a fait l'effort hier d'être là, mais aujourd'hui, elle ne peut pas. Elle est souffrante. Oui, elle est souffrante. Et Okay. Elle a une forte fièvre, grippe, etc. Eh bien, qu'elle se rétablisse rapidement. Et c'est dommage. Mais de toute manière, moi-même, j'ai lu le texte, mais une lecture en diagonale. Et je vais essayer de voir avec Michelor quelques éléments et pour voir combien ou bien comment il maîtrise un peu son travail. Et Michelor, tu peux nous dire un ou deux points sur lesquels le professeur Célimène a attiré ton attention? Oui. Tu m'écoutes, Michelor? Oui, allô? Oui. Pourrais-tu me rappeler un ou deux points sur lesquels le professeur Célimène vient d'attirer ton attention? Oui, merci, docteur Sylvestre. Oui, le docteur Célimène nous a attiré l'attention sur le titre des sections. Il y a des sections qui n'ont pas de titre. Et aussi, il faut des chapeaux après chaque chapitre, avant de passer aux sections. Donc, il faut un chapeau, c'est-à-dire un petit résumé. Et aussi, il a fait mention sur une des limites du contrôle interne, à savoir, il faut, par exemple, l'audit. Quand il parle du contrôle externe, et je crois qu'il parle de l'audit, vraiment de l'audit externe, qui assure que la mise en place du contrôle interne est vraiment respectée. Par exemple, il y a des cas où il y a l'incompatibilité des tâches dans la répartition des tâches. Et il y a dans une situation, on peut avoir une personne qui fait une demande et cette même personne autorise cette demande. Donc là, il y a un problème de contrôle interne. Donc l'audit ou le contrôle externe permet de voir, ou du moins de vérifier qu'il y a un problème de contrôle interne qu'il faut vraiment respecter. Ok, très bien. Très bien. C'était pour voir, oui, si tu n'étais pas en plein sommeil au moment où le professeur Célimène s'adressait à toi. Parfois, le sommeil envahit les gens à un moment où il devait être en réveil. Bon, pour ton cas, il me semble que ce n'a pas été vraiment la situation. Très bien. Alors, pour ce qui me concerne, on va faire ça bien. Et je vois que tu as un problème avec les accents et
Bien souvent, les accents ne sont pas là. C'est un défaut parce que le français exige des accents. Quand les accents disparaissent, l'orthographe, le sens, la signification d'une expression se perdent. Donc, pour cette raison-là, il faut faire attention aux accents. Par exemple, tu écris en titre, il me semble que tu voulais écrire résumé, mais tu écris résume. C'est ça ou c'est pas ça? Résumé. Mais ce que je lis là, c'est pas résumé, c'est résume, résume. Et en lisant, on doit lire ce qui est. D'accord, la correction s'est rapportée. Ok, parce qu'on ne lit jamais ce qu'on a en tête, on lit ce qu'on a. Et dans le paragraphe, tu écris également, je ne sais pas si tu étais là hier, et nous avons exploré au beau milieu du paragraphe, du premier paragraphe. Nous avons exploré. Mais à mon sens, c'est toi-même qui es l'auteur du mémoire. Tu dis nous avons exploré. Pourquoi nous avons exploré? Et j'étais là hier. Ah, ok. Donc, tu as pris note. Puisque c'est déjà fait. Donc, ok. Tu as pris note. Oui. Très bien, très bien. Donc, ça fait 2 points, c'est-à-dire accent et c'est question de nous. Donc, comme tu étais là, tu as pu quand même bénéficier de ces conseils. Bon, et je pense également dans ce même paragraphe, le ramassage d'ordures, j'ose croire que ordures devrait être au pluriel. OK? À moins que tu veuilles bien parler d'ordures collectives. Dans un autre sens. Et puis parfois, il faut faire attention parce que tu dis notre étude empirique et puis il y a S dans empirique. Donc, il faut revoir les orthographes, un peu la syntaxe et la grammaire. Vous voyez? Et la sémantique. Il y a toujours 4 éléments à prendre en compte quand on écrit, surtout en français. Et c'est l'orthographe, la sémantique, la syntaxe et la grammaire. L'orthographe, c'est la façon d'écrire un mot, une expression, ça c'est l'orthographe. On ne doit pas se tromper. Et il y a des moteurs de recherche, si on a un doute, on peut aller pour voir si c'est correct. Pour s'assurer que l'orthographe est correcte. Ça c'est une chose. Mais il y a la grammaire porte sur les accords. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un sujet singulier et un verbe au pluriel. Non plus l'inverse. On ne peut pas avoir une expression du genre masculin alors que l'article défini ou indéfini et qui la précède porte sur le genre contraire. Et donc, il faut faire à tout ça, faire attention à tout ça. Et puis, il y a la sémantique, si vous voulez, c'est le sens des mots. Quand on utilise une expression, il faut savoir très bien quel est le sens que ça prend dans telle ou telle circonstance. Et puis la syntaxe, c'est le rapport, la relation que les expressions établissent entre elles dans une phrase, dans un paragraphe et dans une page. Et le professeur Célimène a attiré ton attention sur le fait que quand on écrit avec des mots ou expressions. Et quand on lire les mots, on a une phrase. Et si on regroupe les phrases, on a un paragraphe. Si on regroupe les paragraphes, on a une page. Et en regroupant les pages, eh bien, on a le document. Et si déjà on viole cet ordre-là, eh bien, on va se trouver dans une situation où un paragraphe devient une page.
Et ce serait un défaut d'écriture. Donc, il faut faire attention pour ne pas avoir des paragraphes qui dépassent déjà une page. Dans ce cas-là, dans ton document, qu'est-ce qu'on appellerait page et paragraphe? D'ailleurs, dans le Canva de l'IUS, on vous dit combien de lignes approximativement on peut avoir dans les paragraphes. N'oubliez pas, quand une idée s'exprime dans un paragraphe, c'est le propre d'un paragraphe, exprimer une idée. Eh bien, si le paragraphe n'est pas suffisant pour exprimer une idée, eh bien, on peut passer à un autre paragraphe par des expressions de transition pour marquer le prolongement de l'idée. On peut dire, je ne sais pas, il y a des expressions de plus, par ailleurs, par contre, pour continuer ou bien pour prendre le contre-pied de l'idée émise dans le paragraphe. Donc, il y a des principes d'écriture qu'il faut quand même essayer de respecter. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, je vois à la page 9, si je ne m'abuse, et le dernier paragraphe, tu dis dans le cadre de mon travail de recherche. Donc, tu vois, il y a à chaque fois un revirement. Donc, dans les remerciements et dédicaces, on comprend, mais dans le travail, si on refuse le nous, le on, il faut également refuser le mon ou la ma. Donc ici, il faut revoir tout cela. Vous personnalisez trop le travail. Vous dites à nouveau, nos hypothèses de recherche se formulent ainsi à la page 4. Nos hypothèses de recherche. Alors que moi-même, je ne faisais pas partie de la formulation de tes hypothèses. Donc, tu ne peux pas m'emballer là-dedans. Et puis tu dis, se formule ainsi, et je me demande si une hypothèse a la capacité de s'auto-formuler. Donc, il faut voir le mécanisme de corriger ces éléments-là. Très bien. C'est-à-dire, il faut revoir le document et essayer de corriger ces dérangements-là. Et puis, là où tu mets méthodologie de recherche, Michelor, et à la page 4, au niveau de l'introduction, tu écris méthodologie de recherche et puis ensuite, tu nous dis, pour finaliser cette recherche, nous adopterons. Je pense que le futur ici, bon, il y a le nous, premièrement, mais le futur également n'a pas sa place. Puisque à ce niveau, tu ne peux pas projeter ton travail dans le futur puisque le travail est là. Tu as reçu l'autorisation de l'encadreur pour déposer. Donc, tu ne peux pas écrire « nous adopterons ». Donc, est-ce que je peux prendre ça comme si le travail n'est pas encore terminé et tu vas déposer le travail? Ou du moins, il faut corriger. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, dans le document final, on va apporter toutes les corrections nécessaires. C'est ça. Alors, l'échantillonnage, en réalité, ce n'est pas une méthode, c'est une technique. Tu dis, l'étude s'appuiera sur la méthode de l'échantillonnage. En règle normale, l'échantillonnage, c'est une technique et non une méthode. Et puis, il ne faut pas dire s'appuiera, puisque tu avais déjà décidé sur l'échantillonnage à avoir. Donc, ce sont des éléments de forme sur lesquels je voulais bien attirer ton attention. Au chapitre 1, tu continues à dire « nous allons, nous montrons ». Tu as une section avec un titre vraiment long. Tout ce que le professeur Sélimène t'a dit là, il faut vraiment prendre ça en considération, bien entendu, sous l'œil attentif de ton encadreur au moment qu'elle se rétablisse. D'accord? Et maintenant, venons-en au fond. Qu'est-ce qu'il faut entendre par contrôle interne?
pourrais-tu nous dire quelque chose sur le contrôle interne? Qu'est-ce que tu entends? Il y a un public là, un public d'étudiants, et qu'est-ce que ça veut dire, contrôle interne? Je t'écoute. Merci, docteur. Donc, et on peut dire tout simplement que le contrôle interne, c'est l'ensemble des dispositifs qu'une institution mise en place pour faire fonctionner cette institution. Donc, cela implique des procédures, des règlements internes, donc qu'on doit tout simplement respecter pour arriver vraiment à atteindre un objectif fixé. Donc, c'est comme si l'institution se donne une responsabilité ou a une responsabilité et s'engage auprès des gens, et bien à partir de là, l'institution se doit de faire un contrôle bien appuyé, efficace, de manière à pouvoir fournir les services auxquels elle s'est donné la tâche de faire. C'est ça? Oui, oui. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est extrêmement important pour toute institution parce que cela permet à l'institution d'éviter de faire des gaspillages, d'avoir un œil attentif sur tout ce qui se passe et au sein même de l'institution. Donc, c'est ce qui garantit ou protège le patrimoine même de l'entreprise. Donc, c'est un dispositif très, très important. Mais à lui seul, il ne suffit pas parce que, comme a dit le docteur Célimène, il faut accompagner ça avec de l'audit. Donc, il faut s'assurer que tout le système mis en place est respecté. Maintenant, tu parles des municipalités, mais tu te fixes sur la municipalité de Caille. Est-ce qu'il faut entendre par municipalité ici la mairie ou la commune dans son ensemble? Le concept porte sur quoi exactement? Sur l'institution qui s'appelle mairie? Oui, c'est sur la mairie de Caille. Ok, donc c'est l'institution, c'est pas, si vous voulez, la commune. L'institution. L'institution en charge de la commune. De la commune, exact. Alors, il y a un travail qui a été produit en ce sens, et c'est audit social de la mairie des Cailles par un Caïen à la faculté des sciences humaines à l'époque. Donc, je crois que ce document-là est disponible au niveau de la mairie. Bon, si c'est vrai, parce que parfois, on garde tout par les documents. Bonjour. Tu regardes le dernier document que je viens de renvoyer de nouveau. Tu verras qu'il y a... Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, et bon, moi-même, j'ai regardé, je suis d'accord avec le professeur Célimène sur les points forts et les points faibles de ton travail. Donc, tu te mettras à la tâche. D'accord? D'accord, merci. Donc, aurais-tu quelque chose d'autre à dire, ou du moins ce que le professeur Célimène voudrait bien revenir à la charge, ou d'autres considérations? Non, puisque on ne va pas... Moi, je n'ai pas d'autres remarques à faire, surtout que le travail, il était intéressant, il est passionnant, mais il faut qu'il fasse l'effort de mieux maîtriser son objet pour arranger l'articulation. C'est ça que c'est le travail de synthèse que l'on demande de faire dans nos mémoires. Et pour faire une synthèse, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut rentrer dedans. Hein? Donc, faire les télégrammes avec paragraphe 1, paragraphe 2 jusqu'à paragraphe 12,
c'est la plus grosse faiblesse de ton travail, si tu peux régler ça dans les semaines qui viennent, quoi, assez vite. Très bien, très bien. Et Michelot, aurais-tu un dernier mot à nous dire avant de passer à la prochaine soutenance? Bon, je remercie tout le staff du jury qui m'a permis de présenter ce travail. Et je souhaite également à Mme Rose et Manu Jérôme de se rétablir le plus rapidement possible pour continuer à nous encadrer parce qu'il y a quand même d'autres étudiants et qu'elle aura à encadrer. Et merci à toute l'équipe, merci au staff de l'US et je souhaite également du succès, surtout dans le sud, parce que nous avons du travail à faire pour au moins avoir cette année l'US dans le sud. Merci beaucoup. Et donc, on compte sur toi, Michelot. Oui, professeur. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous déclarons cette séance terminée, étant donné que Mme Rose et Manu Jérôme